Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je m'excuse de ne pas pouvoir être présent parmi vous aujourd'hui, hein. Je suis déjà engagé sur un autre événement, malheureusement. En tout cas, je tiens à remercier l'ODAB d'avoir invité le HESP à intervenir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire consacré à l'urbanisme favorable à la santé. Donc, je me présente rapidement. Je suis Quentin Montier, je suis géographe urbaniste de formation et je travaille actuellement en tant qu'ingénieur d'études au département donc, des sciences en santé environnementale de l'EHESP, qui est l'école des hautes études en santé publique. Pour recontextualiser un petit peu le HESP, donc le HESP, c'est une école qui historiquement forme des hauts fonctionnaires dans les domaines sanitaires, sociaux, médico-sociaux, donc des fonctionnaires de la fonction publique hospitalière et qui, depuis 2008, a également ouvert son champ de compétences à de nouvelles spécialités, de nouveaux diplômes, notamment l'ouverture de masters et de formation continue. Et à ce titre, c'est doté de départements de recherche, 4 au total, dont le département des sciences en santé environnementale, auquel j'appartiens. Et donc, au sein de ce département, moi, je travaille sur les questions d'intégration des enjeux de santé, environnement et de changement climatique dans les politiques d'aménagement et d'urbanisme, et particulièrement sur la thématique transversale de l'urbanisme favorable à la santé. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'interviens aujourd'hui auprès de vous pour vous faire une courte introduction, puisqu'on a une trentaine de minutes à peine, sur l'urbanisme favorable à la santé. Donc, quels sont les objectifs aujourd'hui? Dans un premier temps, ça va être de vous acculturer à l'approche globale de la santé et de ses déterminants. Ensuite, de vous introduire le concept d'urbanisme favorable à la santé, donc le cadre, les principes clés. Et enfin, de vous présenter le panorama des outils de l'UFS qui sont aujourd'hui disponibles, dont le guide Isadora. Donc, comment est-ce qu'on va procéder ce matin? Donc, pour la première partie, on va s'intéresser à ce qu'est la santé, qu'est-ce qui fait ou ne fait pas santé. Et surtout, on va s'intéresser à l'approche globale, l'approche dynamique et positive de la santé, en clarifiant un certain nombre de concepts qui y sont associés, afin de vraiment partir sur une base de définition commune, avant de vous présenter l'urbanisme favorable à la santé. Ensuite, la deuxième partie, elle sera dédiée à l'UFS, donc le concept, les principes clés, comme je vous le disais, afin ici de vous amener à comprendre pourquoi et comment des choix d'aménagement et d'urbanisme peuvent avoir des impacts significatifs, à la fois négatifs mais également positifs, sur la santé des populations. Et enfin, pour terminer, je vous présenterai donc le panorama des outils de l'UFS produits par le HESP et aujourd'hui disponibles, avec un rapide focus, comme je vous le disais, sur le guide Isadora, qui est la dernière production des équipes en charge de la thématique à l'école, qui a été publiée en mars 2020. Pour cette première partie, donc sur l'approche globale de la santé, de quoi parle-t-on? On va clarifier un certain nombre de choses vis-à-vis de la santé. Dans le langage courant, la santé elle s'assimile fréquemment à la notion de maladie. Il est en mauvaise santé ou il a une santé précaire. Ça va se dire d'un individu qui est fréquemment malade ou atteint d'une maladie chronique. Alors les maladies chroniques, pour ceux qui sont pas forcément familiers avec le terme, donc qui sont également appelées maladies non transmissibles, les MNT, ce sont des maladies qui vont avoir tendance à être de longue durée et qui sont le résultat d'une combinaison de facteurs génétiques, physiologiques, environnementaux et comportementaux. Donc on va retrouver par exemple en termes de maladies chroniques le diabète, l'asthme, le cancer, et qui trouvent vraiment leur cause dans cette combinaison de facteurs, dans cette multi-exposition à différents facteurs. Et donc si la médecine, c'est une science ou un art qui a pour but de soigner et de maintenir les individus en bonne santé, l'OMS, donc qui est l'Organisation mondiale de la santé, a donné dès 1946 une définition beaucoup plus large de la santé, et vous connaissez peut-être cette définition. Elle définit la santé donc comme un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social, qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et cette définition, elle a depuis été donc complétée par la Charte d'Ottawa, notamment en 1986, et qui vient préciser que plus qu'un état, la santé, c'est aussi une ressource, c'est aussi un processus dynamique et global qui doit permettre à chaque individu d'identifier et de réaliser ses ambitions, satisfaire ses besoins et évoluer avec son milieu ou s'y adapter. Finalement, le complément que vient apporter cette définition de la Charte d'Ottawa, elle permet vraiment de considérer la santé comme
un processus dynamique et global qui va être en interaction constante avec ces environnements, hein, environnements au pluriel, pas seulement pardon, l'environnement physique, hein, donc les milieux, mais également l'environnement bâti, l'environnement économique, culturel, social, familial, etc. Et donc ça donne aussi à voir que la santé, ce n'est pas uniquement le soin, bien au contraire. Et donc finalement, pour résumer, la santé, ça repose sur quoi? Ça repose d'une part sur une approche globale qui prend en compte l'ensemble des déterminants environnementaux, sociaux, économiques et individuels. Ça repose également sur une approche dynamique, donc qui considère la santé comme une véritable variable, susceptible d'évoluer à la fois dans le temps mais aussi dans l'espace. Et enfin, ça repose pardon, sur une approche positive. Donc la santé, c'est pas seulement le risque, hein, c'est aussi des facteurs de protection. Comprenez ici que la santé, ça se résume pas à l'accès et à la qualité de l'offre de soins, hein. Ça reste un déterminant de santé important, mais ce n'est pas le seul. Il y a de nombreux déterminants qui influencent la santé. Et ça ne se résume pas non plus aux facteurs de risque. Ça renvoie également à des facteurs de protection, tels que la présence d'espaces verts, la présence d'équipements culturels, la possibilité d'interaction sociale entre les populations, etc. Voilà, donc après avoir clarifié rapidement, hein, ce qu'était l'approche globale de la santé et de ses déterminants, on va maintenant s'intéresser au concept d'urbanisme favorable à la santé, à savoir de comprendre comment et pourquoi des choix d'aménagement et d'urbanisme peuvent avoir des impacts significatifs sur la santé des populations. Donc l'urbanisme favorable à la santé, qu'est-ce que c'est? C'est un concept hein, qui a été initié donc, par le réseau des villes santé de l'OMS Europe en 1987, donc ça date pas d'hier, hein, comme vous pouvez le constater. Donc ce réseau des villes santé, il a été créé donc, par le Bureau européen de l'OMS, et c'est un réseau qui fédère un certain nombre de villes adhérentes qui vont venir s'engager à promouvoir des environnements urbains favorables à la santé. Donc là, on parle à l'échelle européenne, mais il y a eu des déclinaisons nationales, hein. En France, il y a le réseau français des villes santé qui compte à peu près un tout petit peu moins d'une centaine de villes actuellement. Et donc une dizaine d'années plus tard, en 2000, il y a Hugh Barton qui est urbaniste et Catherine Tsuru, architecte, qui ont publié l'ouvrage Healthy Urban Planning et qui ont donné une première définition du concept qui définissent comme donc l'urbanisme favorable à la santé. Pour eux, ce sont des pratiques d'aménagement qui tentent à promouvoir la santé et le bien-être des populations tout en respectant les trois piliers du développement durable. Donc plus concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Au vu de ce qu'on a pu appréhender là dans la première partie concernant l'approche globale des déterminants de santé, l'approche globale de la santé, des pratiques d'aménagement qui tentent à promouvoir la santé et le bien-être des populations, ce sont finalement des pratiques qui, simultanément, ont pour finalité le bien-être, qu'il soit physique, mental et social des populations. Ce sont également des pratiques qui vont venir agir sur un ensemble de déterminants de santé issus de différentes catégories, hein, sur le cadre de vie, sur l'environnement physique, sur l'environnement socio-économique. Ce sont des pratiques qui vont venir minimiser l'exposition des populations à des facteurs de risque. Donc, par exemple, une qualité de l'air dégradée, un environnement sonore trop bruyant, l'isolement social également. Et d'un autre côté, qui vont venir maximiser l'exposition des populations à des facteurs de protection. Donc, la biodiversité, le contact avec la nature, les interactions sociales, l'accès à une alimentation saine, etc. Et enfin, qui tendent également à réduire les inégalités de santé. Donc voilà, c'est très rapidement même, on va dire, sur ce qu'est sur ce qu'est l'urbanisme favorable à la santé. Et donc, à l'échelle nationale, l'UFS qui est développé depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, depuis 2010 environ, il repose sur trois principes clés. Le premier, et c'est ce que je vous ai présenté avant, c'est l'approche vraiment globale et positive de la santé. Donc, aborder la santé en considérant vraiment ce large panel de déterminants de santé, sociaux, environnementaux, individuels, et de porter un intérêt particulier aux questions d'inégalité de santé. Ça, c'est le premier principe clé. Le deuxième principe clé, c'est une approche intégrée des enjeux de santé et d'environnement, et ce, dans un contexte de changement climatique et d'urbanisation croissante. Et enfin, troisième principe clé, l'approche système, qui permet de considérer un territoire de vie comme un système complexe, comme un système dynamique, et ainsi de mieux mobiliser le caractère qui va être interdépendant des liens qui existent entre les différentes composantes de ce territoire et les déterminants de santé. Mais j'y reviendrai par la suite plus dans le détail. Et donc ces principes clés,
ils s'inscrivent dans ce qu'on appelle en santé publique l'approche écosystémique de la santé. Donc le premier principe clé, l'approche globale, dynamique et positive de la santé. Donc je vous l'ai déjà présenté, donc je ne vais pas forcément revenir dessus dans le détail, mais je tenais juste à vous montrer cette classification qui est issue du cadre d'analyse de Lalonde, hein, Marc Lalonde, qui était ministre de la Santé au Canada, et qui structure quand même plutôt bien nos différents travaux de recherche sur l'urbanisme favorable à la santé. Et donc comme vous pouvez le voir ici à l'écran, ce cadre il représente une classification selon 4 grandes familles de déterminants. Donc, il y a ceux qui relèvent de la qualité de notre environnement physique, donc qui va inclure des facteurs de la qualité des milieux, l'air, l'eau, le sol et les produits chimiques. Ceux qui relèvent de l'environnement physique de notre cadre de vie, tels que la température, l'ambiance sonore, la sécurité, les champs électromagnétiques, etc. Ceux qui relèvent de l'environnement socio-économique, donc là on va retrouver les interactions sociales, l'accès aux soins, l'accès à l'emploi. Et enfin, ceux qui relèvent de facteurs individuels tels que des comportements alimentaires, la pratique d'activité physique, les compétences psychosociales, les revenus. Et donc tous ces facteurs, ils sont bien évidemment liés, hein, ils agissent en interaction les uns avec les autres. Et ce sont bien ces interrelations qui confèrent aussi à la santé son caractère complexe. Après, il est également important aussi de préciser que tous les individus ne sont pas exposés aux mêmes facteurs selon leur âge, selon leur groupe social, selon leur situation géographique ou leurs habitudes de vie de manière générale. Et ces différences d'exposition, ce sont elles qui vont participer à générer des inégalités de santé pour lesquelles l'urbanisme favorable à la santé tente de lutter. Et donc, c'est bien le cumul d'exposition à l'ensemble de ces facteurs environnementaux et individuels auxquels on est exposé tout au long de notre vie, qu'on appelle en santé environnement l'exposome, qui, couplé aux caractéristiques génétiques de chacun, donc le génome, va finalement conditionner l'état de santé et le bien-être des individus, l'état de santé des populations sur un territoire. Donc voilà pour le premier principe clé. Deuxième principe clé de l'UFS, l'approche intégrée des enjeux de santé-environnement. Donc, dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, de changement climatique et d'urbanisation croissante. Donc, en matière de santé publique, on a un certain nombre d'enjeux contemporains majeurs auxquels on doit faire face, auxquels les collectivités locales également doivent faire face, et qui sont caractérisés par plusieurs enjeux. Donc, d'une part, le vieillissement de la population. À titre d'exemple, en France, là, la part des 75 ans et plus dans la population totale qui en 2015 comptait 9%, elle devrait atteindre 16% à l'horizon 2040. Donc, on est sur une augmentation d'environ 6%. On a également l'accroissement des inégalités de santé, qu'elles soient sociales, environnementales ou territoriales. On a également l'augmentation des maladies chroniques dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on a une augmentation des affections cardiovasculaires, des tumeurs, du diabète, de l'asthme, des troubles de la santé mentale, et dont les facteurs de risque trouvent en partie leur cause dans le fonctionnement urbain de nos territoires, hein. Soit en matière de sédentarité, de stress, d'exposition aux polluants, aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens, aux nuisances sonores, etc. On a un autre enjeu qui est l'isolement social. Et enfin, on a également l'émergence des maladies vectorielles qui peuvent également s'expliquer par le climat, dans un contexte de changement climatique, ces variations du coup climatiques, ainsi que par le déséquilibre du fonctionnement des écosystèmes naturels que peut engendrer ce changement climatique. Et donc, face à ces enjeux de santé publique, on retrouve également de grands enjeux, de grands changements environnementaux qui sont issus des activités anthropiques, des activités humaines, et qui vont se caractériser d'une part par une urbanisation croissante, donc qui va entraîner une dégradation des écosystèmes, une imperméabilisation des sols, la pollution de l'air, de la pollution de l'eau, une perte de biodiversité, etc. Et des changements des modes de vie, notamment en matière de mobilité et d'alimentation. Et d'autre part, on retrouve le changement climatique, qui représente une préoccupation majeure et dont les effets constituent là aussi une menace plus ou moins directe pour la santé et le bien-être des populations, via notamment l'augmentation des événements climatiques extrêmes, hein, que ce soit les tempêtes, les inondations, les vagues de chaleur, le phénomène d'îlots de chaleur urbain également. Et donc une grande partie des changements environnementaux issus des activités humaines ont des conséquences plus ou moins directes sur l'état de santé des populations et encore une fois l'aggravation des inégalités de santé. Et donc face à cette analyse, hein, on ne peut plus considérer de façon séparée ces questions de santé et d'environnement, mais on doit
réellement penser l'action publique dans une approche intégrée de ces enjeux et adopter des approches qui soient vraiment moins compartimentées. Et donc, c'est dans cette vision que s'inscrit l'urbanisme favorable à la santé, donc qui se déploie en France, comme je vous disais, depuis une dizaine d'années environ. Et donc, pour nous, agir pour un urbanisme favorable à la santé, c'est cette volonté de faire face simultanément à la fois aux grands enjeux environnementaux, mais également aux grands enjeux de santé publique, et d'encourager des choix d'aménagement et d'urbanisme qui vont venir présenter des co-bénéfices en termes de santé, mais également en termes d'environnement. Donc voilà, pour les trois principes clés de l'urbanisme favorable à la santé. Donc troisième et dernière partie de cette présentation, on va maintenant s'intéresser aux principaux cadres et outils de l'UFS aujourd'hui disponibles, et notamment le guide Isadora dont je vous parlais en début de présentation. En effet, hein, pour accompagner les acteurs du territoire dans la prise en compte des enjeux de santé et d'environnement, il y a plusieurs outils qui sont aujourd'hui disponibles. Ces outils, ils visent à soutenir bien évidemment des pratiques qui soient plus collaboratives, plus intégrées, pour mettre en œuvre le concept d'urbanisme favorable à la santé. Donc on va retrouver par exemple le guide Isadora, hein, qui est l'outil le plus récent, qui a été publié donc en mars 2020, mais sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Et parmi les principaux autres outils de l'UFS, on retrouve notamment les guides nationaux. Donc le guide Agir pour un UFS qui a été publié en 2014, donc qui est un guide issu d'un travail entre le HESP et le ministère de la Santé, et ça a été donc le premier guide à questionner vraiment les liens entre urbanisme et santé, et qui propose des outils pour la mise en œuvre d'un urbanisme favorable à la santé. Donc l'ouvrage, il comprend notamment un outil destiné aux ARS, dans le but d'aider à l'analyse des impacts sur la santé des projets d'aménagement, donc plutôt de type ZAC, hein, donc zone d'aménagement concerté, dans le cadre de leur contribution à l'évaluation d'impact sur l'environnement, dans le cadre de l'évaluation environnementale. Ce guide de 2014, il a ensuite été complété par un livret intitulé Plan local d'urbanisme et santé, outils d'aide à l'analyse des PLU au regard des enjeux de santé. Donc ça, c'est un livret qui a été publié en 2016, encore une fois à destination des ARS, pour les aider cette fois à analyser un document d'urbanisme, donc en l'occurrence le PLU, en vue de la rédaction de l'avis sanitaire qu'elles doivent rédiger dans le cadre de l'évaluation environnementale. Et le dernier en date, donc le guide Isadora, publié en 2020. Il y a des cours en ligne également qui ont été adaptés donc à la fois du guide de 2014 et du guide Isadora qui sont disponibles gratuitement et pour lesquels vous retrouverez les liens de connexion juste en dessous des icônes. Là, ce sont des guides qui sont disponibles donc gratuitement, comme je le disais. Il y a également l'OMS avec l'ONU Habitat qui a publié un certain nombre de travaux sur le sujet. Et enfin, on a plusieurs cadres de référence et de cadres théoriques sur l'UFS qui ont également été produits, notamment le cadre de référence de l'urbanisme favorable à la santé structuré autour de 8 axes pour agir pour un UFS que vous voyez à l'écran, mais aussi le cadre théorique des stratégies d'action pour mettre en œuvre l'urbanisme favorable à la santé. Et justement, avant de vous présenter là en 2 slides le guide Isadora, je tenais à refaire ce lien entre le cadre théorique des stratégies d'action pour mettre en œuvre l'urbanisme favorable à la santé, en soulignant bien que la mise en œuvre de l'UFS, ça relève pas d'une action unique, hein, mais bien de la coordination d'un ensemble d'actions et d'acteurs à différentes échelles d'un territoire. Il n'y a pas une doctrine, il n'y a pas une démarche à suivre, mais bien divers moyens d'agir en visant un objectif commun de promouvoir la santé finalement. Et donc pour accompagner l'évolution des pratiques et pour placer la santé au cœur de la décision urbaine, il y a un cadre théorique qui a été développé. Ce cadre théorique qui repose sur 3 stratégies majeures qui sont à mettre en œuvre simultanément. Donc en premier lieu, il est nécessaire de vraiment considérer tout projet d'aménagement et d'urbanisme en adoptant donc une approche écosystémique de la santé, donc à savoir de tenir compte des multiples liens existants entre un ensemble de déterminants de santé et le projet d'aménagement et d'urbanisme. Et donc cette façon de considérer les projets, ainsi que les différents éléments de preuve hein, des liens entre urbanisme et santé, ils doivent être partagés aussi par un maximum d'acteurs du territoire. Et donc pour mettre en œuvre cette acculturation, il est nécessaire d'encourager autant que possible des temps d'échange multi-acteurs en favorisant les rencontres, les réseaux, les formations et toute autre forme de dispositifs qui soient multi-partenariaux. Et enfin, troisième stratégie d'action, la mise en œuvre d'un UFS, elle doit aussi passer
par le développement ou la mise en application des dispositifs existants. L'enjeu étant ici de choisir de sélectionner des démarches et des outils qui soient les plus adaptés, les mieux adaptés au projet pour venir accompagner les professionnels dans l'intégration de la santé dans les projets d'urbanisme. Et donc, c'est important de préciser que la mise en œuvre de l'urbanisme favorable à la santé, ça relève pas de l'une ou de l'autre de ces actions que je viens de vous présenter, mais bien de leur mise en coordination, de leur mise en musique nécessaire pour venir enclencher une dynamique qui soit pérenne et fédératrice sur les territoires. Et donc, c'est bien cette troisième stratégie d'action qui nous amène à rentrer plus dans le détail de ce qui nous intéresse pour la suite, à savoir le guide Isadora. Donc, le guide Isadora, qu'est-ce que c'est? C'est une démarche, c'est un outil d'accompagnement donc à l'intégration de la santé dans les opérations d'aménagement, Isadora. C'est un guide qui s'inscrit plus précisément dans une démarche de promotion de la santé et du bien-être, qui soit physique, mental et social, tout en recherchant encore une fois les co-bénéfices, des co-bénéfices en termes de santé et d'environnement. Et donc, si les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre sont les cibles principales du guide, c'est un guide qui s'adresse également à tout acteur des secteurs de l'aménagement, de l'environnement, de la santé publique, qui souhaite s'acculturer ou s'investir dans la mise en œuvre de projets d'aménagement qui soient favorables à la santé et à l'environnement. Donc, pour recontextualiser rapidement, le projet Isadora, c'est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs, des professionnels de l'aménagement, de l'environnement et de la santé publique, avec la constitution donc, d'une équipe projet composée donc, de l'EHESP, de l'AURBA, qui est l'agence d'urbanisme de la région bordelaise, et l'AFNO, et d'un soutien financier du ministère de la Santé, du ministère de la Transition écologique et de l'ADEME. Et donc cet outil, il a été construit donc sur la base d'une synthèse des connaissances scientifiques disponibles et d'échanges réguliers entre cette équipe projet interdisciplinaire et les membres d'un groupe de travail qui a regroupé des acteurs locaux et des acteurs nationaux issus de différents secteurs professionnels, des aménageurs, des promoteurs, des services techniques des collectivités, des agences d'urbanisme, des ARS, des ORS, l'ADEME, le CEREMA, l'ANRU. Et ça représentait environ 46 personnes issues de 35 organismes différents. Et donc, c'est un projet qui a commencé en juillet 2017. Le livrable qui est composé donc d'un guide de 238 bonnes pratiques d'aménagement basées sur des données probantes. Il a été achevé en mars 2020. Et donc, durant ces 2 ans et demi, il y a eu une alternance entre des temps de réunion de l'équipe projet, des temps de réunion avec les financeurs et des temps de rencontre, surtout avec les membres du groupe de travail Isadora, donc avec les acteurs locaux et nationaux, qui ont été réunis à 4 reprises durant ces 2 ans et demi. Et ces groupes de travail, ils ont vraiment représenté des temps forts du projet et de l'élaboration du guide de manière générale. Et ce qui a permis d'aboutir à l'élaboration donc, de l'outil Isadora. Donc l'outil Isadora fondé donc, sur une approche systémique, encore une fois, de la santé et de l'environnement. C'est un outil qui est structuré autour de 15 clés opérationnelles, donc, que vous voyez ici à l'écran. Donc 3 clés de processus et 12 clés de conception, qui représentent 15 grands objectifs à atteindre pour élaborer des opérations d'aménagement favorables à la santé. Ces clés, elles regroupent donc des objectifs de promotion de la santé, de lutte contre le changement climatique et de développement durable. Et ce sont des clés qui représentent vraiment de grandes orientations transversales qui sont adressées aux acteurs porteurs d'une opération pour venir les accompagner dans l'intégration des enjeux de santé environnement, et ce, tout au long d'une opération d'aménagement. Donc, dans un premier temps, vous retrouverez les clés de processus, donc qui sont issues de l'axe processus d'une opération d'aménagement. On va retrouver la clé gouvernance santé, la clé portrait de santé et de l'environnement, et enfin la clé de démarche participative. Et ces 3 clés, elles visent plus spécifiquement à s'assurer de l'intégration des enjeux de santé et environnementaux aux différentes étapes d'élaboration d'une opération d'aménagement. Vous retrouvez ensuite les 12 clés de conception, donc issues de l'axe conception de l'opération d'aménagement, qui, elles, sont réparties en 4 catégories, que vous voyez ici à l'écran. Et ces clés de conception, elles portent plutôt, quant à elles, sur les choix de programmation, les choix de conception à réaliser pour impacter positivement la santé des populations. Et donc, elles vont venir concerner plus concrètement l'intervention sur l'espace urbain, alors que les clés de processus sont plutôt sur le processus vraiment d'élaboration de l'opération d'aménagement. Et donc, pour rappel, le contenu de ces clés, ça vise à donner des éléments cadres
pour mettre en œuvre une démarche Isadora, une démarche d'urbanisme favorable à la santé, et favoriser cette intégration de la santé dans les opérations d'aménagement, ce ne sont pas des éléments clés en main. Ils ne sont pas à appliquer de manière uniforme sur chaque opération d'aménagement, mais bien à contextualiser, à adapter à la situation, encore une fois, de chaque opération d'aménagement et du contexte de chaque territoire également. Si on s'intéresse plus dans le détail à l'articulation de ces 15 clés opérationnelles Isadora, donc dans le cadre de l'axe processus d'élaboration de l'opération d'aménagement, et donc comme je vous le disais, afin de s'assurer vraiment de l'intégration des enjeux de santé aux différentes étapes d'élaboration d'une opération d'aménagement, les premières clés opérationnelles à mettre en œuvre, ce sont les clés dites de processus, donc à savoir la gouvernance santé, portrait de santé et d'environnement, et enfin démarche participative. Et la mise en œuvre de ces trois clés de processus, elle permettra à la fois de s'assurer que les enjeux de santé sont bien intégrés aux différentes étapes de l'opération, mais aussi d'ajouter les choix de programmation et d'aménagement par rapport au contexte de l'opération d'aménagement. On en vient ensuite à l'axe conception d'une opération d'aménagement. Donc là, par exemple, la clé portrait de santé et d'environnement, si on en prend une parmi les trois, en ayant identifié certains enjeux de santé comme prioritaires, elle va venir aider à la priorisation de la mise en œuvre de telle ou telle clé de conception. Et donc, en intégrant plusieurs des 15 déterminants de la santé qui sont pris en compte, chacune de ces clés de conception va venir identifier un certain nombre de bonnes pratiques d'aménagement, donc 238 au total dans le guide, et de préconisations opérationnelles qui sont arrimées à la chronologie d'une opération d'aménagement. Et donc, à l'aide de toutes ces clés opérationnelles, les acteurs porteurs d'opérations d'aménagement, ils disposent d'un ensemble de bonnes pratiques, d'un ensemble de préconisations vraiment opérationnelles qu'il s'agira de mettre en œuvre à toutes les phases de la vie de l'opération d'aménagement, permettant ainsi à terme d'aboutir à un urbanisme favorable à la santé. Et chacune de ces clés, donc, elle donne lieu à une fiche support que vous retrouverez dans le guide Isadora. Vous retrouverez les liens dans le support que je vous fournirai. Tout ça, donc voilà, pour cette courte introduction à l'urbanisme favorable à la santé. J'ai un peu dépassé le timing. J'espère que je vous ai pas trop assommé d'informations, que ça vous a éclairé, en tout cas, sur l'approche globale de la santé, sur les déterminants de santé, sur l'urbanisme favorable de manière générale, et que ça pourra aussi vous donner envie de creuser et d'investir la thématique plus en détail pour promouvoir justement des territoires qui soient favorable à la santé des populations. Et pour faire la transition avec l'intervention suivante hein, sur la santé environnement et la transition écologique, ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'UFS, ça représente vraiment une véritable opportunité pour les collectivités, pour les territoires, de rassembler, de coordonner les politiques d'aménagement, les politiques environnementales et les politiques climatiques, afin vraiment d'aboutir à cet objectif de faire de la santé un critère majeur de décision dans les processus urbains. Et dans un contexte de transition écologique et également d'évolution hein, de nos modes de production énergétique, il faut réussir à voir l'UFS comme un objet permettant de faire du lien entre ces différentes politiques. C'est une thématique qui permet de décloisonner la manière dont on conçoit et dont on met en œuvre nos politiques urbaines. Il peut pas y avoir de transition écologique, à mon sens, sans prise de conscience des enjeux de santé publique qui y sont liés. Et finalement, il faut garder en tête que on est toutes et tous, à notre échelle, des acteurs de santé publique. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée. Et je vous ai laissé quelques références, pareil, si vous voulez un petit peu creuser la thématique. Je vous remercie.